Bonjour Monsieur Robert, vous avez fait l'honneur à la SRLF de présenter une conférence de prestige sur votre rôle en tant que témoin pour la Convention citoyenne sur la fin de vie. Merci de vous prêter à cette interview. Est-ce que je peux vous demander déjà de vous présenter en quelques mots? Donc je suis franco-suisse, ça a aussi son importance pour cette expérience de convention citoyenne sur la fin de vie. J'étais garant, pas témoin, mais il y avait un collège de 4 garants, un collège international. Et de formation, je suis philosophe moral et politique. J'ai travaillé dans une première partie de ma carrière sur des questions d'évaluation des technologies controversées. Alors ça commençait avec déjà des citoyens. Et puis ensuite, je me suis intéressé beaucoup plus à la délibération, beaucoup plus largement, donc avec des analyses plus récentes sur le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat ou la conférence sur le futur de l'Europe. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire là les retours entre la philosophie et des expériences. Et je suis donc directeur de recherche au CNRS, basé dans une équipe de recherche à Sciences Po qui s'appelle le CEVIPOF. Donc vous nous avez dit que vous étiez garant dans la Convention citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel a été votre rôle en tant que garant dans cette convention ? Pour organiser une convention avec 184 citoyens tirés au sort qui viennent de toute la France avec des histoires très très différentes, des qualifications, des lieux d'habitation, donc des catégories socio-professionnelles différentes, il y avait un comité de gouvernance qui organisait une partie des choix de design institutionnel, d'organisation. Il y avait des experts qui étaient invités, il y avait des gens qui aidaient à contrôler certains faits, il y avait des gens qui aidaient à la sélection des conventionnels, il y avait des animateurs, parce que pour travailler dans des petits groupes de 10, il fallait faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Et il y avait un collège de garants. Alors, le collège de garants, on était 4. L'idée, c'était vraiment d'être au service du respect de certains principes, le principe de sincérité, le principe de respect de la parole citoyenne, le principe de la transparence, une certaine transparence à l'égard de l'extérieur. On a ajouté, nous, quand même, la nécessité d'avoir une délibération de qualité, le respect aussi du pluralisme. Alors pour que les choses soient très claires, il y a une séparation, on pourrait dire, des pouvoirs, même si c'est des expériences qui sont quand même nouvelles. Les garants ne décident pas, ils donnent des avis, ils peuvent être saisis par un conventionnel, ils peuvent être saisis par toutes sortes de partenaires ou de participants. Et on a fait un rapport qu'on peut trouver sur le site de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que ce modèle de convention était adapté pour traiter du sujet de la fin de vie? Et est-ce que les conventionnels étaient représentatifs de la société et de la diversité d'opinions? Alors, ils étaient représentatifs parce que c'était un tirage au sort, mais quand même avec des critères de choix pour qu'on ait, au fond, à la fin, une diversité sur les critères donc, que j'ai mentionné précédemment, mais c'est pas sûr que de la diversité, on obtienne automatiquement les positions morales qu'on pourrait avoir, par exemple, si on lisait des ouvrages d'éthique appliquée. Ça, c'est une première chose. La diversité n'est pas le pluralisme normatif, mais si vous prenez une comparaison, par exemple, il y a eu des sondages d'opinion sur la question de la fin de vie. On se rapproche du point de vue des résultats, par exemple, avec ceux qui sont favorables à l'aide active à mourir. Elle est un petit peu moins importante au sein des conventionnels. Et surtout, la grosse différence, c'est que ce sont des gens qui se sont d'abord beaucoup plus documentés, qui ont entendu des avis très très différents et qui ont dû défendre leur position en face de gens qui étaient en profond désaccord avec eux. Ce qui est quand même très différent de ce que c'est qu'une personne qui répond à un sondage d'opinion derrière son écran d'ordinateur. Alors, sur la question de la question, je pense qu'on peut traiter de n'importe quelle question dans une convention. Après, la question de sa formulation, c'est un sujet en soi. Mais après, il faudra savoir, la question, elle développe très très vite toutes ces composantes et tout le parcours qu'il faudra qu'on fasse. Et selon la question, on devra peut-être prendre plus de temps. Là, ils ont travaillé quand même assez vite. Ils ont fait 9 fois 3 jours, donc 27 jours. Dans la Convention citoyenne pour le climat, ils ont presque pris, si on prend l'intégralité du processus, 17 mois, bon 9 mois. Et là, ils ont pris moins de temps pour faire leur travail. Donc, il y a toutes sortes de questions qui sont liées à si vous posez telle ou telle question, voilà quels sont les types d'acteurs que vous aurez invités. Et voilà même comment est-ce qu'on va problématiser la question. Et ce n'est pas très très différent de la problématisation que vous pouvez faire lorsque vous réfléchissez comme philosophe sur une question comme celle-là. Je
Je pense qu'on peut aborder toutes les questions, elles n'auront pas le même retentissement et elles ne nécessiteront pas la même organisation. Les soignants de réanimation ont l'expérience des situations de fin de vie, ils ont l'expérience de chercher la volonté du patient, qu'elle soit explicite ou implicite, ils ont l'expérience de la notion d'obstination déraisonnable, de la discussion de la proportionnalité des soins, de la collégialité, de la sédation profonde et continue dans le cadre d'un arrêt de traitement. Et une partie d'entre eux est inquiet de l'impact que pourrait avoir une future loi sur leur pratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre question même, vous nous donnez toutes sortes de stations par lesquelles les conventionnels sont passés. Ils se sont posés ces questions, ils ont entendu des gens, par exemple des professionnels en médecine, que ce soit paramédical ou des médecins, sur ces questions, avec des avis qui n'étaient pas les mêmes sur cette question-là. Et donc la première chose, c'est ils ont pris beaucoup de précautions. Après, la question que vous posez, c'est plutôt une question de quelle est la place de ce dispositif, un mini-public, dans le système politique existant. Ces conventionnels-là ont très vite compris, ça leur a été dit par la présidente du Parlement, vous n'êtes pas là pour écrire la loi. Vous avez peut-être mieux à faire que d'écrire la loi. Alors il y a des conventionnels qui étaient déçus, il y a des conventionnels qui trouvaient que c'était clair, ils préféraient avoir ça, et uniquement pour être là sans écrire la loi, c'était déjà un très gros travail. Et un des résultats finaux, ça a été que même au sein du groupe majoritaire, à peu près de 75% qui sont pour ouvrir à l'aide active à mourir, ils ont imaginé 19 parcours de soins et d'accompagnement. Ça veut donc dire que ces parcours se différenciaient par des différences de réponse à la question de quel type de maladie, quel âge, est-ce qu'il y a un diagnostic vital engagé, est-ce qu'on pourrait se servir des directives anticipées ou pas. Donc on pourrait dire, et ça on peut le voir assez facilement en lisant le rapport des conventionnels, on a beaucoup de nuances sur ces questions-là. Après, ça passe au Parlement, il y a déjà eu une première partie du travail qui a été fait dans cette commission transpartisane. Et puis, il y a eu un événement politique qui fait que cette loi est suspendue, peut-être qu'elle est enterrée, et parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la représentation. Après, dans n'importe quel type de loi, vous pouvez, même quand elle est avec les décrets d'application, en philosophie politique, on dit qu'une norme ne comporte pas en elle-même les règles de son application. C'est-à-dire qu'on aura toujours, dans un contexte d'action, finalement pour le médecin, ou pour la famille, ou pour la personne qui le demande, à répondre dans cette situation-là. Tout n'est pas prévu. Il faut que la loi soit assez claire, si un jour il y a une loi, mais il y aura toujours des marges d'appréciation. Je vous ai posé la question là en plénière sur la reformulation de moyen terme. Je me suis bien rendu compte que vous étiez divisé sur cette question. C'est pas simple, c'est sûr. Merci beaucoup. Pensez-vous que dans les premiers débats de la Convention citoyenne et dans le projet de loi là, qui vient d'être mis en suspens, le débat sur l'aide active à mourir a éclipsé celui sur les soins palliatifs, et pensez-vous que ces deux questions auraient dû être, on va dire, séparées, ou en tout cas plus séparées pour pouvoir en discuter ? Alors ce qui est clair, c'est que sur la question des soins palliatifs, et il suffit de voir le rapport, il y a une très grosse unanimité là-dessus. Même si on ouvrait à l'aide active à mourir, par exemple, eh bien, il faudrait de toute façon mettre beaucoup plus de moyens pour les soins palliatifs. Mais il y a plein de choses qui ont été proposées, qui ont été votées par les conventionnels. Sur la formation, par exemple, en médecine, ils étaient très étonnés de voir la faible part laissée à ces questions-là dans le cursus de médecine, alors que c'est un cursus qui est très très long. Alors après, c'est des questions de choix politiques. C'était très facile de les séparer. Mais c'est quand même assez lié. On ne peut pas imaginer ouvrir l'aide active à mourir si on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir des soins palliatifs de bonne qualité pour celui qui le demande. Ce n'est pas du tout une réponse au même type de choses d'une certaine façon, mais c'est une sorte de précondition. Il faut qu'on ait vraiment le choix. Et il n'y a aucun conventionnel qui a dit, écoutez, ça ne sert à rien les soins palliatifs. Non, il faut vraiment... Et d'ailleurs, même la proposition du gouvernement, proposition de loi, elle est très équilibrée. Il y a des conventionnels qui ne se retrouveraient pas dans cette proposition de loi. Il y a à un moment donné un groupe de conventionnels qui disait il ne faut pas de conditions. Alors ça a fait très vite ça a suscité l'intérêt de certains médias. Non, je pense que c'est très bien. Et si on compare avec d'autres pays qui ont déjà
ouverts à l'aide active à mourir sous des formes très très différentes, on n'a jamais eu la possibilité d'avoir un débat comme ça avec des gens exposés au pluralisme et avec des gens qui sont entrés dans la controverse éthique. Merci. Vous parliez donc de la loi et de l'analyse de la loi avec différentes façons aussi de voir les choses. Est-ce que finalement, ce sujet sur l'aide active à mourir, ce sujet sur la fin de vie se résout forcément par une loi? Est-ce que la société a le droit de laisser des espaces qui ne sont pas régulés par une loi? Alors ça, c'est une question qui a souvent été abordée, ou c'est une position qui a été défendue, notamment par des gens qui étaient défavorables à l'ouverture d'active à mourir, en disant, écoutez, vous n'allez pas faire une loi pour quelques cas, ou alors vous n'allez pas faire une loi sur des questions très intimes. Le problème, moi je ne donne pas mon avis, comme garant on ne peut pas donner son avis, mais le problème quand même qu'il faut bien reconnaître, c'est que si vous êtes dans le cas d'une personne qui pourrait entrer, qui pourrait répondre aux exigences attendues pour pouvoir pour que sa demande soit honorée, vous n'avez pas la possibilité de le faire pour des raisons juridiques. Et celui qui voudrait vous aider, que ce soit un médecin ou quelqu'un qui vous aide dans le cas d'un suicide assisté, il ne peut pas le faire. Il est poursuivi par la loi. Donc il y a une très grande asymétrie. C'est-à-dire dans la situation actuelle, vous ne pouvez pas demander ça. Et donc c'est pour pouvoir modifier cette loi que vous êtes bien obligé de toucher à cette loi. En même temps, on peut se dire que, on rigole pas, c'est quand même dans les civilisations les plus anciennes, on a imaginé des lois, la question de la mort, l'interdit de tuer quelqu'un, ça a été une des premières choses à laquelle on a pensé. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On ne peut malheureusement pas faire l'économie de ça. Ou au contraire, ce serait, alors là, c'est déjà un petit peu d'analyse, mais ça voudrait qu'on reste dans une sorte de no man's land, et puis ceux qui ont la possibilité, ils réussissent, ceux qui n'ont pas la possibilité, ils ne réussissent pas, on est bien obligé à un moment donné de changer ou de discuter cette loi. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire votre ressenti ou votre sentiment sur la situation politique actuelle et l'interruption de l'analyse du projet de loi ? Alors, le problème je pense que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. D'ailleurs, c'est même étonnant qu'une élection européenne, donc à un niveau européen, ait un retentissement très national. Donc, je ne vais pas faire l'analyse politique de cette situation tout à fait inattendue, mais passionnante. D'une certaine façon, chacun est reconduit devant ses responsabilités. Peut-être que, mais ils n'ont pas de chance que ce soit interrompu, mais c'est pas du tout lié à son objet. C'est vraiment des raisons contextuelles extérieures. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est selon les hypothèses, cohabitation, même majorité gouvernementale, que ce soit plutôt une cohabitation de gauche, il faudra voir si du côté des nouveaux parlementaires, ils ont envie de pousser cette question. Mais j'imagine bien que les gens qui ont travaillé dans la commission transpartisane voudront qu'à un moment donné, on puisse aborder cette question. Le problème, ce sera après quelles sont les questions prioritaires. Et j'ai l'impression, en tout cas dans les sondages d'opinion, que c'est malheureusement pas une des questions qui intéresse le plus. Ça ne va rien enlever au travail qu'ont fait les conventionnels, ça s'est acté, et ça ne va rien enlever au gros travail d'écriture, de production juridique, qui est déjà énorme. S'ils devaient reprendre... Ou alors, j'imagine, mais là, si on fait un peu des scénarios politiques, il y a peut-être des gens qui voudront faire de cette question-là, en tirer quelques bénéfices pour un positionnement politique en disant nous, on est tout à fait contre. Voilà. Mais c'est de la science-fiction. Je ne peux pas répondre vraiment à la question. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout lié à la question, c'est un contexte, un environnement politique qui touche beaucoup plus la possibilité de gouverner actuellement. On a entendu beaucoup de soignants qui étaient opposés à cette loi, ou à l'idée même de cette loi. Est-ce que vous pensez que les soignants ils peuvent avoir un point de vue qui soit très différent de la société en général? Et est-ce que leur parole elle est légitime dans ce débat? Alors, leur parole elle est légitime déjà en tant qu'expert. Et puis, selon la tournure que prend la loi, de toute façon, les conventionnels y ont pensé. Il y a la question du droit de réserve et éventuellement de l'objection. Et on n'est pas obligé, si ses convictions morales profondes l'empêchent, de vouloir le faire. Mais en même temps,
Et donc il y a des médecins qui sont venus s'exprimer et des infirmiers, des gens qui travaillent dans l'accompagnement de la fin de vie avec des opinions tout à fait différentes sur le sujet, qui sont venus et qui ont donné leur avis au conventionnel. Mais il y a aussi eu à un moment donné des arguments qui disaient les médecins certes ont une position importante, leur avis sur plein de choses, c'est eux ils ont une connaissance de la maladie quand même de première main beaucoup plus importante et approfondie, mais il ne faudrait pas que d'une certaine façon, qu'ils prennent en otage la possibilité de changer cette loi. Il y a eu un moment donné où des conventionnels disaient bon, ok, on peut imaginer qu'il y ait l'objection de conscience, mais il faudrait trouver des solutions alternatives. Il ne faudrait pas qu'on se trouve dans... C'est des cas qu'on a déjà vus avec la question de l'avortement. Et donc je comprends ça aussi, parce que dans les parties concernées, les médecins, ça fait partie d'une partie des parties concernées, mais il y a les demandeurs, le patient est vraiment au cœur. Celui qui souffre quand même, c'est un patient. Et après, il faut pouvoir évaluer si ce sont des souffrances réfractaires et puis l'évolution d'une maladie. Même au sein des médecins, il y a des controverses sur le plan technique, on pourrait dire, ou sur le plan scientifique. On a bien vu avec les débats autour du moyen terme. Et puis après, on pourrait même aller plus loin et dire, mais... là, c'est plutôt le philosophe moral qui parle. Est-ce que les arguments que font valoir des gens qui sont des médecins sur le plan éthique et pas sur le plan technique et médical, est-ce qu'ils sont fondés, justifiés? Est-ce que ces justifications pourraient être recevables? Et pour terminer, il y a beaucoup de divisions au sein des médecins et même au sein des spécialisations ou des spécialités. C'est sûr qu'il y a plus de gens qui sont contre une aide active à mourir, l'ouverture d'une aide active à mourir dans le monde des soins palliatifs, et encore. Mais je discutais, on a vu passer des gens d'autres spécialités, ce n'est pas exactement les mêmes rapports. Puis il y a une dernière chose. Ça, c'est une question qui a été posée par des conventionnels assez rapidement lorsqu'ils ont auditionné des personnalités religieuses. Ils leur ont dit, OK, bon, vous êtes tous contre l'aide active à mourir, on a bien compris, vous avez vos raisons, c'est des raisons qui ne sont pas partageables, c'est des raisons qui sont liées à vos traditions religieuses, tout à fait respectueuses, mais elles ne sont pas partageables pour quelqu'un qui ne serait pas de la même tradition que vous, et encore même au sein de votre tradition, on pourrait avoir des avis différents. Mais imaginons, demain matin, la loi passe, qu'est-ce que vous faites? Ils ont tous dit, on est républicains, on va respecter la loi, et même on va vous dire, savoir comment les gens sont morts, ça ne nous regarde pas. Donc on peut imaginer aussi que le jour où cette loi passe, la façon de raisonner sur le sujet pour un médecin peut changer aussi. Merci beaucoup. Un certain nombre de soignants ont été troublés, ont été gênés par l'absence de collégialité au sein du projet de loi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les raisons de cette absence ? Alors les raisons, je ne peux pas vous les donner parce que moi je ne les connais pas. C'est des arbitrages qui ont été faits au sein du gouvernement. Il y avait à côté de la Convention aussi des auditions faites par la ministre chargée du dossier à l'époque, Agnès Firmin-Lebaudot, surtout avec les mondes médicaux. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont décidé ça. J'imagine bien si on faisait une sorte de reconstruction ex post, ce n'est pas la même chose d'avoir son médecin traitant qui nous connaît bien et un spécialiste qui ne nous connaît pas du tout, que d'avoir une discussion collégiale. Et c'est une question qui était très disputée, très discutée au sein des conventionnels. Ils étaient quand même plus favorables à le fait qu'on ait une décision collégiale. Mais vous voyez bien aussi qu'une décision collégiale, c'est du temps pour délibérer ensemble. Il faut pouvoir arranger... J'essaie de voir l'organisation, faire en sorte que tout le monde puisse être là au même moment. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes dans les hôpitaux. Donc ce sera du temps supplémentaire pour une question très importante et qu'il requiert. Donc je peux vous dire que ça a été très discuté, mais j'imagine, si je devais reconstruire un petit peu, essayer de trouver quelques raisons, que la raison de rendre opérationnelle la chose et le coût, ça a dû peut-être jouer. Mais finalement, si on regarde le nombre de personnes qui pourraient prétendre, peut-être que ce n'est pas insurmontable d'arriver à constituer une collégialité. Personnellement... je trouve que c'est plus simple de pouvoir avoir plusieurs partenaires avec lesquels on discute plutôt que d'être que deux personnes. Mais il y a plein de choses dans nos vies. On commence par la vie politique où on ne prend pas le temps pour faire les choses. En tant que philosophe, est-ce que l'approche est forcément dualiste ou est-ce qu'il existe un entre-deux et des nuances dans cet entre-deux? Non, c'est pas du tout du noir et blanc, c'est beaucoup plus du gris, surtout avec ce genre de questions.
D'autant plus que des deux côtés, vous avez des bonnes raisons, on veut faire le bien des deux côtés, hein, d'une certaine façon. Puis si vous faites un tout petit peu si vous êtes intéressé par la philosophie morale et que vous passez de la philosophie morale très appliquée aux théories morales et ce qu'on argumente en s'appuyant sur des émotions, sur des valeurs, sur des conséquences, sur des principes, ou si vous faites un tout petit peu de métaéthique en disant est-ce qu'il y a une symétrie entre le bien et le mal, ou par exemple, ce n'est pas des questions pour des gens qui ont mal à la tête, c'est vraiment des questions importantes, vous vous rendez compte que le monde de l'éthique, de la philosophie morale, c'est un monde aussi complexe que celui de la médecine. Je dirais même que c'est plus complexe. Je dis souvent à des gens qui disent nous on fait des sciences dures, je dis nous on fait des sciences plus dures. On fait des sciences plus dures parce qu'il y a de la liberté. Et on ne peut pas imaginer de la philosophie morale sans liberté. Donc non, c'est pas du noir et du blanc. Et ce qui est intéressant dans cette convention, c'est qu'on a par exemple en tête un titre de chapitre dans le rapport qui s'appelle « Un nuancier d'opinion ». Ils ont été très très nuancés, ce qui peut rendre difficile la lecture du texte, parce que si vous voulez vraiment quelque chose pour décisionnaires pressés, qui voudraient savoir exactement quel est le résultat de la Convention citoyenne sur le climat, sur qu'est-ce qu'il faut faire par exemple pour tel ou tel sujet, mais mettons l'ouverture à l'aide active à mourir, ça demande du temps et ça vous fait entrer dans des raisonnements et vous vous rendez compte que on doit être très, très nuancé, il faut bien décider à un moment donné. Non, si vous faites vraiment de l'éthique, il faut être bien accroché et c'est pas le monde du noir et blanc. C'est une bonne nouvelle par rapport à l'état du débat politique ou médiatique où on est d'un côté ou de l'autre. Mais non, on n'est pas d'un côté ou de l'autre. Et ce qui est intéressant, je vous donne un exemple. Par exemple, dans la Convention, il y a des gens qui disaient, au moment où ils savaient qui pensaient quoi sur l'aide active à mourir, il y a des gens qui étaient en profond désaccord et quand ils devaient travailler par groupe d'opinion, qui disaient « moi ça m'embêtait ». Celui-ci, X ou Y, qui n'est pas du tout d'accord avec moi, il n'était pas à ma table et il me manquait. C'est plutôt intéressant. Merci beaucoup. Pour terminer, une question un peu plus personnelle. Quel serait votre meilleur souvenir, ou en tout cas le souvenir le plus marquant pour vous de cette convention citoyenne ? Alors je vous en donnerai deux. Il y en a un qui est très connu parce qu'on l'a mis dans notre avis. C'est une citoyenne qui, en plénière, tout à la fin, se sent obligé de dire, parce que quelqu'un avait dit juste avant moi, j'ai pas du tout été écouté, alors c'était pas du tout vrai. Et donc c'est une personne qui était contre l'ouverture à l'aide active à mourir et il dit écoutez, moi je suis contre, mais je vous remercie parce que notre groupe ne pesait que 25%, qu'un quart, et vous nous avez donné la moitié de la place dans le rapport. Donc, ça c'est un souvenir qui m'a marqué. Et puis un autre souvenir qui m'a marqué, ça a été un peu en marge de la convention. Il y a à un moment donné des conventionnels qui ont pris la précaution de bien attendre qu'on ait fini le temps de délibération pour qu'on arrive au temps de la finalisation du rapport. Et ils ont pu auditionner une personne qui souffre de plusieurs maladies très compliquées, qui demande une aide active à mourir et qui va devoir aller en Belgique pour ça, et qui suivait vraiment tout ce qui se faisait sur la convention. Et il nous a raconté un peu son parcours, ce qu'il était. Et c'était pas... Souvent, il y a des gens qui veulent en finir, qui sont un peu... qui n'aiment plus la vie, ou qui ne supportent pas la déchéance. Non, c'était vraiment quelqu'un qui voulait, jusqu'au dernier moment, pouvoir accompagner les gens qu'il allait quitter, mais plutôt pour eux, plutôt que pour lui. Et ça m'a beaucoup impressionné, même si de toute façon, comme garant, mon avis n'a pas beaucoup d'importance. Comme philosophe moral, je pourrais vous le donner, mais ce n'était pas mon rôle dans cette convention. Monsieur Robert, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci.